Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire sur l'optimisation des coûts en matière informatique qui sera présenté par notre directrice commerciale, bonjour Céline. Bonjour. Et notre directeur financier Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour tout le monde. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, à les poser dans l'espace questions prévu à cet effet. On y reviendra donc à la fin du webinaire ou si une question paraît très urgente ou pertinente, on la prendra en cours de route. Au sommaire, donc Céline va refaire une petite présentation de qui nous sommes, R carré, R cube, le groupe. Et on va vous parler des leviers d'action sur différents axes, donc, par exemple les consommables, l'énergie, les communications, tout ce qui est digitalisation, les coûts du support informatique, des trucs et astuces, comme dirait Céline, pour optimiser la trésorerie et puis tout ce qui est cyberprévention. Pour chaque point, on va contextualiser et vous donner des petites astuces et des exemples concrets d'optimisation. Céline, c'est à toi. Merci pour votre attention et pour cette introduction, Magali. Donc, pour commencer très rapidement, R carré, notre mission, c'est d'être le partenaire de confiance technologique de nos prospects et clients, c'est-à-dire qu'on va compléter leur activité et leurs équipes internes, ou se suppléer ou les aider à 100% dans leur informatique par notre très large portfolio, donc qui va couvrir vraiment toute la partie infrastructure, que ce soit du cloud privé, du cloud public, l'hybridation, des infrastructures on-prem, tout ce qui va être télécommunication, communication unifiée, toute la partie support, donc aussi la partie délégation de ressources, également toute une partie de sécurité logique, cybersécurité. Donc on couvre vraiment un énorme portfolio et on est expert au niveau infrastructure et environnement de travail. Au niveau structurel, donc, R carré se trouve en Luxembourg, en Belgique dans la région de Liège et en France dans la région de Nancy. Pour le Luxembourg spécifiquement, donc vous retrouverez R carré, forcément logo mauve, le R cube qui est en fait tout simplement la PSF, l'opérationnel et transverse, et c'est la partie PSF, et R secure qui est également physiquement à Luxembourg, qui va proposer des solutions de cybersécurité, donc plutôt cybersécurité, avec 3 axes principaux: la partie humain, notamment l'éducation, les tests de phishing, des choses comme ça. Également la partie outils, donc le deuxième axe pour R secure, c'est la partie outils, donc avec des outils de tests de pénétration, d'analyse comportementale pour les préventions de cyberattaques par exemple, et également un axe de processus en termes de réglementaire et de cybersécurité, de gap analysis, etc. Donc, ce qui nous permet de délivrer ces services et en quoi on est expert, on peut se targuer d'être expert IT, c'est déjà par notre expérience. Ça fait depuis 2001 qu'on existe. La PSF, donc ça fait plus de 22 ans cette année. Au niveau de la PSF, on a l'agrément et le statut PSF, donc professionnel du secteur financier, depuis 9 ans maintenant. Actuellement, on est plus ou moins 150 sur payroll, dont plus de 130 experts IT. En 2021, en termes de stabilité financière, on était à 23 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est plutôt sur une croissance dans les dernières années et ça grandit bien. Pour donner une idée de la capacité à délivrer aussi, on a sur notre cloud privé, on gère en service manager actuellement plus de 8000 utilisateurs et par année, en projet d'infrastructure, migration, mise en œuvre, etc., on est plus ou moins à 400 projets par an, pour vous donner une idée. Donc voilà pour la partie présentation du groupe. Je laisse Aurélien pour l'introduction. Je pense que vous l'avez tous constaté également, le contexte économique en Europe est plutôt défavorable et malheureusement le Luxembourg n'y échappe pas. Il faut savoir que la Statec prévoit pour 2023 une croissance de seulement 1,5% alors qu'on était déjà à 1,7% en 2022. Donc, dans ce contexte-là, les entreprises sont obligées de revoir à la baisse leur budget et procéder à des ajustements budgétaires. Donc,
parmi ce budget global pour lequel le CFO a pour mission de rédiger le budget, il y a le budget informatique. Voilà, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, ça va être de vous présenter quelles sont les modalités, les possibilités de maîtriser, d'optimiser votre budget informatique, que vous soyez CFO ou que vous soyez directeur informatique. Donc, on a identifié 4 axes principaux d'optimisation de votre budget IT. Le premier axe, c'est la maîtrise des consommations, des consommables, tout ce qui est énergie, fourniture. Le deuxième axe, c'est la réorganisation de vos espaces de travail, optimiser les mètres carrés, la création de bureaux satellites, limiter les déplacements inutiles. Le troisième axe, ça va être l'amélioration des processus et la redéfinition des rôles de chacun. On verra que la digitalisation a une place centrale dans tout ça. Et le dernier axe d'optimisation pour votre budget IT, c'est un axe purement fiscal et financier. On verra notamment qu'il y a des solutions à travers le leasing. Céline va vous expliquer tout ça dans le détail avec des exemples concrets et j'appuierai si besoin avec des exemples de chez nous, par exemple. Merci Aurélien. Donc en premier levier d'action, donc on va parler des consommables, qui est vraiment un pôle qui est bien visible fatalement. Donc qu'est-ce qu'on considère comme consommable? Donc évidemment, on retrouve les accessoires, tout ce qui est petit matériel informatique, clavier, souris, écran, les extensions de mémoire pour les postes, les clés USB, ou vraiment des petits accessoires. Tout ce qui va être également les frais d'impression, donc évidemment tout ce qui est lié à la partie impression, les papiers, les tonnerres, copies, tout ce qui va être papeterie en général. De plus en plus rentre dans les consommations, les achats non stratégiques en tout cas, voire de consommation. Les postes type PC, laptop, bureautique, j'insiste, dans certains, suivant le secteur, c'est vrai qu'on est plutôt sur un outil stratégique dans certains cas, notamment par exemple dans un secteur architecture par exemple. Et maintenant, de plus en plus, c'est vrai que voilà, la partie PC, laptop, ça devient pour certains cas de la consommation. Donc en général, les coûts globaux ne sont pas forcément mis bout à bout, donc ne sont pas forcément suivis exactement et souvent sont sous-estimés. Forcément, les premiers leviers d'action à ce niveau-là, sur la partie consommable finalement et bien achat non stratégique informatique, ça va être évidemment de regrouper les achats. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, quand vous achetez à l'unité, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions que si vous achetez en volume. Et nous, notre rôle on peut, à partir du moment où on a une certaine volumétrie, négocier soit avec les distributeurs, soit directement avec les constructeurs pour vous permettre d'avoir des meilleures conditions. Donc, c'est un système qui peut être vraiment, vraiment intéressant plutôt que d'acheter au cas par cas. Et d'autre part, le fait de renouveler certains équipements type PC, laptop, si on a vraiment des vieilles machines, en moyenne, souvent on les garde 3 ans, on conseille de les garder 3 ans, parfois quelque part qui ont 4 ou 5 ans. En général, 3 ans, c'est vraiment souvent maintenant le maximum, puisque bon, là, en termes de productivité, on y gagne quand même, et forcément, les employés perdent moins de temps. Le deuxième, évidemment, c'est réduire les consommations, puisque bon, la pression la moins coûteuse, c'est forcément celle qu'on ne fait pas. Donc, dans ce cadre-là, le premier, pour donner quelques exemples concrets, donc là, par exemple, la solution AirSign permet typiquement de fort diminuer les impressions de tous les documents qui doivent être signés. Donc, on est sur une solution, je prends l'exemple d'AirSign puisqu'on peut le factualiser et on voit un peu le retour qu'on a de nos propres clients. C'est vrai que le fait de faire des signatures électroniques, d'automatiser ces workflows, forcément, bon, il y a tous les avantages fonctionnels, on n'a pas besoin d'être au bureau, donc pas de déplacement, c'est beaucoup plus rapide, on perd moins de temps, on évite d'imprimer ou d'affranchir, d'envoyer, etc. C'est tout de suite accessible. La solution, c'est une solution qui a été développée en mode software as a service, qui sous-entend qu'on a industrialisé donc toute la partie licence compute pour livrer la solution, elle est industrialisée, donc on a une économie d'échelle qui est répercutée sur les utilisateurs AirSign. Pas d'installation, pas besoin d'un serveur, etc. Et on augmente la sécurité. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Et pour donner un exemple concret de voir un peu le gain, donc
On a notamment un de nos clients qui est la Rocal, qui devait auparavant, pour tous les boards, de devoir courir après leurs administrateurs pour signer leurs documents, ou pour certains événements, devoir justement avoir tout un flot d'approval qui prenait énormément de temps. Donc, beaucoup de pertes de temps au niveau humain, dans les relances, etc., ou dans le fait que les administrateurs devaient repasser au bureau. Enfin, on était vraiment sur du papier. Là, c'est vrai que là, actuellement, ils sont maintenant à 100% de taux de retour, et un énorme gain de temps par rapport à leur activité. Autre exemple, en interne, dans le groupe Aircarré, on utilise maintenant, je dirais pas quotidiennement, mais assez régulièrement AirSign, pour deux raisons principales. La première, c'est faire signer les contrats à nos clients. Donc, certains d'entre vous sont peut-être déjà clients chez nous et ont déjà reçu des emails pour signer vos contrats via AirSign. Et l'autre utilisation d'AirSign en interne, là, ça concerne les CFO comme moi, qu'on en marre de courir après les administrateurs pour signer un contrat de prêt ou signer un conseil d'administration. Là aussi, moi, je m'en sers régulièrement pour faire signer ce genre de document, qui est reconnu légalement au Luxembourg. Effectivement, ça c'est un point important. Ça suit les normes EIDAS, donc c'est une norme européenne qui a une valeur légale, évidemment aussi. On va parler d'authentification. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, vous pouvez nous revenir. La deuxième, forcément, un point assez visible, forcément on en a parlé, c'est la partie vraiment directe imprimante. Donc on a un partenariat aussi avec Canon. Donc les actions qu'il faut, les bonnes pratiques qu'on conseille, en tout cas dans les trucs et astuces justement. On a tous pris l'habitude souvent d'avoir une imprimante au bout de notre bureau. Donc de temps en temps, de manière cyclique, tous les 4-5 ans, il est bon, il est conseillé de revoir les parcs imprimantes, c'est-à-dire de les rationaliser, qui utilisent vraiment, et autant que possible centraliser. Donc on ne va pas mettre une imprimante pour tout un bureau, dépendant faut prendre en considération les obligations de confidentialité ou la disposition physique du bâtiment, bien entendu. Mais plus on limite le nombre d'imprimantes, plus, de la même manière que pour les PC, on regroupe finalement les volumétries, donc les conditions sont forcément meilleures. Et de deux, ça évite de gérer au niveau humain des stocks de tonnerre. Ça, je pense qu'on a tous connu ça. Toujours des armoires de consommables et de tonnerre. Et pareil, sur des nouvelles machines, bien souvent, par défaut, il y a du recto verso, ce qui limite la partie papier. Et enfin, le dernier point, c'est très, très fortement conseillé, c'est de mettre sur les imprimantes ou les multifonctions centraux et départementales, mettre du batch printing. Et à titre d'exemple, donc, les données qui nous parlent, le feedback d'expérience qui a été donné par Canon, donc à la mise en place du batch printing, en fait, de leur expérience, il y a une diminution et une économie moyenne de 15 à 20% sur la partie, la consommation des tonnerres et des papiers. On le voit d'ailleurs chez nous au déménagement. On a profité du déménagement de fin de l'année dernière pour changer, tant qu'à faire, le parc imprimante et justement rationaliser. Et là aussi, on est de l'ordre de 22% de consommation papier et tonnerre en moins. Donc, il y a vraiment un intérêt. C'est pas très, très lourd. Ça peut être un badge, ça peut être un code, mais c'est une solution qui est robuste, qui a fait ses preuves et qui permet de faire des sacrées économies au bout du compte. Et je tiens à rassurer aussi par rapport à Canon. Certains pourraient dire oui, mais le batch printing, c'est plutôt contraignant. C'était la remarque qu'on avait eue de certains de nos employés lorsqu'on a commencé à parler de ça l'année dernière. Et finalement, tous les employés aujourd'hui du groupe Aircarré s'accordent à dire que le batch printing, ça marche super bien et ça permet d'éviter, comme tu disais Céline, des erreurs d'impression, des documents qui ne doivent pas être vus par documents confidentiels ou les RH qui ne doivent pas être vus par tout le monde. C'est vraiment une super solution. En tout cas, nous, chez Aircarré, on est très contents. Et dans les leviers d'action suivants, donc il y a évidemment agir sur l'énergie. Fatalement, c'est un des points qu'on a mis en deuxième, évidemment, surtout avec les dernières années et les fluctuations. On a tous senti à la pompe un petit peu plus de zéro, on va dire, quand on allait faire nos plats d'essence, entre autres, sans compter gaz et électricité.
Donc là, fatalement, les matériels, pour se limiter à la partie informatique, c'est quelque chose qui est assez consommateur. Donc pour donner une idée, c'est vrai que tout le monde a un PC, les laptops, etc. Donc pour donner une idée dans la vie courante, pour faire un parallèle, une consommation, donc un PC environnement bureautique, PC de bureau, qui va fonctionner allez, en 8 heures par jour, avec un mode, de temps en temps, peut-être passer un mode veille, boire un café, vraiment environnement, une moyenne d'une année de travail classique. On va être sur une consommation moyenne de 250 kWh par an. Pour donner une idée de ce que ça représente sur un PC, donc une famille de 4 personnes, ça va faire plus ou moins 200 cycles d'une machine à laver par an et ça va consommer 100 kWh. Donc en gros, un seul PC, on est à deux fois plus de consommation des cycles de lavage pour 4 personnes. Donc c'est vrai que c'est assez énergivore, on va dire. Donc évidemment, les constructeurs, ce qui constitue l'énergie au niveau informatique, on peut considérer les environnements de travail, évidemment les PC, etc. Donc la partie électricité, les coûts d'électricité directs. Pour les serveurs, il y a aussi des coûts liés qui sont notamment liés au refroidissement auquel il faut penser, donc ou dans les data centers ou dans les salles serveurs, puisque forcément, en dessous d'un certain degré, sur des machines physiques, ça ne supporte pas non plus de 30 degrés, limite forcément, ou à un moment, ça se met en sécurité. Donc, il faut refroidir, et ça, les climatisations, ça consomme quand même pas mal aussi. Au niveau des bonnes pratiques, concrètement, bon, évidemment, bonne pratique auquel on laisse souvent en veille, mais c'est d'éteindre les appareils plutôt que de les mettre en veille. Pour donner une idée, un laptop en veille, ça consomme quand même déjà plus ou moins 1,2 watts. S'il est éteint, bon, ça consomme toujours un petit peu du fait de la batterie, et il y a quand même un petit peu de choses qui restent en toile de fond, mais on fait quasiment du simple au double. Bon, une imprimante, par exemple, ou multifonction, en veille, c'est plus ou moins 5 watts, 5-6 watts. Si vous l'éteignez, c'est 0. Donc c'est clair que c'est fortement conseillé d'éteindre plutôt que de mettre en veille. Dans les petites choses qui peuvent être dans les bonnes pratiques, n'hésitez pas, quand vous avez des îlots d'utilisateurs, c'est de mettre une petite multiprise facilement accessible. Ça, souvent, sous les bureaux, on ne pense pas forcément aller éteindre systématiquement tous les soirs. Par contre, c'est clair que si vous avez sur des îlots centralisés, vous avez des postes de 3, 4, 5 personnes, rajouter un interrupteur, multiprise interrupteur, et comme ça, au moins, le réflexe sera certainement plus facilement pris. Comme je le disais aussi, investir, renouveler des équipements, c'est aussi quelque chose qui permet de réduire, puisque forcément tous les constructeurs travaillent pour réduire la consommation d'énergie. Ça ne date pas de ces dernières années, ça a toujours été le cas. C'est d'autant d'actualité, et c'est un critère justement de sélection parfois de certaines machines, et un différenciateur concurrentiel aussi pour l'un et l'autre. Et enfin, comme je disais, sur la partie des serveurs, sur la partie serveur, il y a une masse critique où on peut garder des serveurs et de l'infrastructure en on-prem, mais c'est vrai que installer des serveurs dans le data center, ça permet justement de mutualiser l'énergie verte. Un data center, par exemple, on est partenaire avec LuxConnect à Luxembourg, ils vont utiliser l'énergie générée pour chauffer les bureaux. Donc il y a une optimisation, une récupération déjà énergétique. Il y a d'autres optimisations, notamment ils utilisent le free cooling, c'est-à-dire qu'il y a du monitoring qui se fait au niveau des salles. En dessous de 12 degrés, certains systèmes de refroidissement ne se mettent pas en route, mais ils vont utiliser justement plutôt le refroidissement extérieur naturel finalement. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans un data center qu'on ne pourrait peut-être pas se payer au niveau de l'entreprise, et là ça peut être intéressant de faire même de la housing ou du cloud éventuellement. Pour donner un exemple concret, j'étais un petit peu trop vite, j'allais dire. Pour partager un exemple concret, donc on a fait notre informatique interne, donc on a renouvelé il y a peu de temps, 2023, notre infrastructure. Donc c'est vraiment informatique. Donc là, comme je disais, on est plus ou moins 150 employés maintenant. Donc c'est vraiment uniquement interne, pas les parties cloud distribuées aux clients, à nos clients en cloud privé, mais vraiment uniquement interne. Services classiques, mail, applications métiers, etc., etc.
Donc en 2022, notre ancienne infrastructure, en termes de mètres carrés, parce qu'il y a aussi une partie mètres carrés et espace au sol, donc on utilisait 36 U. 36 U, c'est 36 unités, c'est plus ou moins un rack, on est plus ou moins sur du 19 U. Donc allez, avec deux racks plus ou moins, pour donner une idée. Deux racks, ça fait 1m20 de large plus ou moins, donc ça prend quand même pas mal de place. Je vous laisse imaginer un peu la quincaillerie entre le serveur, le stockage. Le système consommé par année, 6700 kWh. Avec la nouvelle infrastructure, donc en tout et pour tout, sur l'ancienne infrastructure, ça nous coûtait juste pour la partie énergétique, ça coûtait plus ou moins 130 000 € sur 5 ans, de coût énergétique. En renouvelant, donc on diminuait le nombre d'unités, puisque forcément, augmentation de la performance, plus disque dur, espace de stockage plus avancé maintenant, fatalement avec le temps, moins de CPU, plus de performance, bref, tout ça mis bout à bout, on est passé de 36 à 14 U, et une consommation qui a été diminuée de 53%. Donc finalement, nos 130 000 € sur 5 ans, avec une nouvelle infrastructure, ça correspondait à 61 000 € sur 5 ans sur la même période. Donc, in fine, on a diminué le nombre d'espaces, donc des mètres carrés finalement d'occupation de notre informatique, la consommation énergétique et mis bout à bout, même l'investissement matériel, finalement, au bout de 3 ans, était rentabilisé. Donc, le changement, finalement, au bout de 3 ans, nous fait gagner de l'argent d'une certaine manière. Donc là, il y a vraiment... c'est vraiment intéressant. Alors là, on a pris l'exemple de la partie serveur, du cœur d'infrastructure. C'est également le cas pour les PC. Il y a vraiment une réelle évolution et on le voit au niveau des autonomies de batterie notamment. Et ce renouvellement nous a aussi permis, il ne faut pas oublier que ça sert aussi à améliorer les capacités de votre infrastructure et donc la rapidité d'exécution des serveurs. Et ça améliore aussi parce que les produits sont développés par nos partenaires. Ça améliore aussi la sécurité de votre infrastructure. Voilà, merci. Pour le troisième levier, donc il y a la partie, donc c'est agir sur les télécommunications. Alors, qu'est-ce qu'on entend par télécommunications? Donc les télécommunications comprennent ici donc toute la partie des coûts liés aux lignes de téléphone et leur consommation, que ce soit du fixe ou du mobile, et les lignes Internet. Donc, petit reminder au passage, fin 2023, les lignes cuivre s'arrêtent, seront toutes décommissionnées en Europe. Donc, tout va passer forcément en IP. Donc, si vous reste des lignes cuivre ou pas, que ça arrive encore parfois, n'oubliez pas de faire le changement, bien entendu, puisque là, forcément, en 2024, fin 2023, elles sont toutes décommissionnées par les opérateurs nationaux. Et d'autre part, en termes puisque c'est le sujet d'optimisation, tant mieux d'une certaine manière, puisque bon, c'est vrai que la partie IP, donc le voice over IP, c'est-à-dire passer de la voix par le même canal que le câble informatique, forcément, on n'a qu'un seul câble, donc on limite du switch, de la connectique, etc. Au niveau informatique. Ça simplifie aussi la gestion pour les IT managers, clairement. Ça facilite au niveau de la mobilité, puisque bon, là, on peut limiter et pas avoir de poste de bureau, mettre des softphones. On l'a surtout vu en mode confinement, pas mal d'utilisation d'outils collaboratifs, où là, finalement, on a pris les habitudes de ne plus forcément avoir un téléphone de bureau, mais d'utiliser un casque et d'utiliser son PC finalement comme interface de communication. Et évidemment, le fait de passer en IP, comme on n'utilise plus les voies cuivre classiques et qu'on utilise la connectique IP finalement, il y a toujours un petit coup sur certaines communications, notamment internationales ou extérieures à la société, mais néanmoins, ça diminue fortement les coûts de communication versus les anciens systèmes, évidemment. Au niveau de bonnes pratiques, de ce qu'on conseille de faire par rapport à cet axe-là, on conseille fortement de faire un audit aussi des télécommunications de manière cyclique, tous les 2-3 ans, peut-être pas tout revoir tous les ans, parce que bon, quand on change une ligne Internet, forcément, en général, on évite qu'il y ait un trop gros impact et c'est toujours des points un peu sensibles dans l'émigration de certains composants. On évite de bouger sa téléphonie et ses lignes Internet tous les ans pour éviter une coupure de service.
Mais par contre, d'un point de vue financier, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire l'exercice de temps en temps. Et notamment dans ces audits-là, ce qu'on va regarder, c'est vérifier justement s'il y a des équipements, comme pour les PC, s'il y a des équipements qui sont devenus obsolètes, qui consomment pas mal, on peut peut-être les remplacer, voire même des changements d'usage, hein, comme je le disais. Avant, on avait tous notre téléphone de bureau. Sincèrement, post-confinement, on a de moins en moins de personnes qui utilisent des téléphones de bureau, mais qui vont plutôt avoir des casques. Donc, remettre aussi à plat, est-ce que vraiment on a besoin d'un téléphone qui va être peut-être certainement plus coûteux qu'un casque, à voir ici. On peut aussi, ça permet aussi de ce type d'audit d'identifier les centres de coûts les plus importants. Exemple, si vous faites beaucoup de communication sur un pays, peut-être intéressant de regarder comment optimiser au niveau des telcos et quel va être l'opérateur ou le mode le plus intéressant plutôt que de rester sur un historique que vous avez depuis des années. Ça permet aussi de revoir les besoins réels en termes de bande passante et de types de solutions. Les réseaux Internet évoluent. Il y a des opérateurs, il y a quand même une ouverture de la concurrence ici à Luxembourg. Donc, clairement, ça peut valoir la peine de regarder un petit peu ce qui se passe et de voir si les solutions sont bien adaptées. Et évidemment, trouver évidemment des alternatives plus efficaces, plus économes. Je préciserai quand même aussi avec un niveau de qualité, de service équivalent, voire supérieur. Pour donner un exemple aussi par rapport à un exemple concret hein, pour ce cas-là, donc on a fait, je ne vais pas citer le client, mais c'était un cabinet d'audit de plus ou moins 26 employés. Pour donner une idée, donc là on a fait l'exercice chez eux d'une petite audit qui portait uniquement sur la partie ligne internet et ligne téléphone et communication, sans revoir forcément les postes et le mode de fonctionnement interne. Donc sur leurs anciennes factures, abonnements, ils avaient plus ou moins entre les abonnements et les lignes internet, là on a 155 €, on avait 155 € plus ou moins et 700 de lignes internet. Sur en changeant certains modes de fonctionnement, certains opérateurs, en faisant certaines migrations, en réadaptant certains types de lignes, on est passé à 146 €, ce qui fait pour eux sur juste 26 employés, plus de 700 € par mois, soit 8 000 € annuels. Donc, c'était quand même un bel exercice pour eux. Ça vaut la peine d'être fait. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le vite, j'ai envie de dire. Et après, effectivement, de temps en temps, revoir ça de manière cyclique, comme je le disais, pour voir si on est toujours bien aligné par rapport à ce qui se pratique sur le marché. Évidemment, le quatrième levier, c'est la digitalisation. Donc, c'est un mot qui a été assez galvaudé, donc on a précisé la définition, hein, que c'était un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets ou des outils, ou encore des professions, des métiers, par un biais technologique digital afin de les rendre plus performants. Donc ça, c'est la définition arbitraire. Pour remettre un petit peu, donc en fait, c'est vraiment les avantages, ça va être évidemment d'augmenter la productivité, de réduire des coûts opérationnels, ça facilite, comme on numérise finalement, ça facilite l'analyse des données et des informations, ça simplifie bien souvent les communications. Donc là, il y a énormément la partie attractivité, effectivement, ça permet d'être aussi plus attractif. Une entreprise qui a mis en place certains automatismes, l'entreprise 2.0, on va dire, forcément va être peut-être plus attractif qu'une entreprise traditionnelle encore. Et ça permet aussi de développer en interne, d'avoir du temps pour développer d'autres compétences. Donc il y a beaucoup d'exemples. Donc là, c'est vrai que c'est très très large. Donc on a repris quelques gros exemples assez fréquents, on va dire assez basiques, mais qui sont faciles à mettre en œuvre sans revoir vraiment tout son métier, parce que c'est vrai qu'on peut aller très très loin. Exemple de métier digitalisé, le plus connu, ça va être Uber, typiquement, mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Mais là, il y a des petites choses qui peuvent être très très facilement, qui sont du day-to-day, qui concernent n'importe qui sont n'importe quelle structure. Donc, on a pris volontairement des exemples qui sont standards dans toute entreprise quasiment. Donc, premier, c'est la partie partage. Souvent, les partages documentaires en volumétrie, souvent on envoie par mail. Quand on doit travailler sur des documents ou des reviews, on envoie un PDF ou des fichiers volumineux ou Word, peu importe, on envoie par mail à plusieurs personnes. Savoir que c'est une horreur pour le parti IT, puisque lui, il va avoir, personne interne ou personne externe, l'IT va avoir autant de stockage dans son Exchange, plus toute la partie d'usage, le versionning, la collaboration qui n'est peut-être pas la plus facile dans ce mode de fonctionnement. Bon, il existe des solutions
qui permettent de digitaliser et de partager beaucoup plus facilement des documents, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Et de manière sécurisée, en étant aussi, ça c'est un point important, hébergé aussi à Luxembourg, donc que les données soient maîtrisées et qu'on sache où ça se trouve. On ne renonce pas à tous ces droits non plus sur les documents dans ce cadre-là. Autre exemple, on en a parlé un petit peu, c'est la partie précédemment, c'est la partie des signatures électroniques. Ça, tout le monde, enfin toutes les sociétés, la plupart du temps, ont quand même des documents à signer. Donc ça, c'est quelque chose aussi facile à mettre en œuvre, très facilement utilisable. Délai de signature considérablement réduit. Nous, on l'a utilisé aussi, comme disait Aurélien, pour la partie des contrats. Les temps de conclusion et de signature est quand même beaucoup plus élevé. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique et a un impact direct sur les métiers. Évidemment, bon, d'autres exemples, c'est pas mal de sociétés, il va y avoir ou des réunions de direction, ou des réunions d'actionnaires, des organes de décision. Là aussi, ça peut se dématérialiser dans la mesure où souvent, quand on doit organiser des boards, un secrétaire qui va devoir chercher les agendas de tous les administrateurs, organiser, partager les documents, de nouveau envoyer par mail, vérifier les convocations, gérer les signatures, faire les PV du board, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui peuvent être assez lourdes. Ça existe aussi en version digitale, en fait, et toute la partie vote également. Autre outil, ce qui est facilement mis en œuvre, et là aussi, c'est Qlik. Alors, Qlik, notamment, est un outil qui permet de faire de la dashboard, donc d'avoir une vue. Ça facilite, c'est de la business intelligence pour faciliter l'analyse de données. La puissance de Qlik et qu'elle va chercher les données dans n'importe quelle base, dans une multitude de sources de données, que ce soit de l'Excel, d'autres outils. Directement dans les softwares parfois, même souvent. On l'utilise beaucoup, nous, dans le groupe RKLet. Ça fait 4 ans qu'on a Qlik. Moi, dans mon service, je m'en sers quasi quotidiennement. Comme l'a dit Céline, c'est une manière de regrouper une multitude de sources de données. Donc, par exemple, chez nous, on va croiser les données de la comptabilité avec les données RH. On va aussi chercher tout ce qui est données commerciales, donc les bons de commande des clients ou encore les rendez-vous de nos commerciaux chez vous. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à mettre en place si ce n'est pas déjà fait. Alors, il y a QlikSense sur le marché, mais il y a aussi Power BI. On a un partenaire à vous présenter si jamais ça vous intéresse. Un partenaire qui nous a aidé à mettre tout ça en place. Il faut savoir que tout ça aussi, c'est un énorme gain de temps et comme tout bon CFO, je dirais que le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est aussi un moyen d'optimiser pas que votre budget IT, mais votre budget global dans la société. Autre outil aussi que moi, j'invite beaucoup à mettre en place dans les sociétés, c'est des outils de gestion électronique de documents qu'on appelle couramment la GED. Chez nous, là aussi, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on a un outil de GED pour toute la gestion des factures fournisseurs. Donc, toutes nos factures fournisseurs sont soit scannées, soit directement envoyées par mail dans notre outil, ce qui permet de numériser et de stocker digitalement les factures, de traiter digitalement le workflow de validation de ces factures. Et ça permet aussi, et là c'est un gain de temps énorme, et je m'adresse à toutes les sociétés qui sont auditées, ça permet de mettre à la disposition de vos auditeurs votre base de données, toutes vos factures fournisseurs, et comme ça ils vont chercher eux-mêmes des factures dont ils ont besoin. Ils n'ont plus besoin de venir, je dirais gentiment, embêter vos équipes avec j'ai besoin de telle facture, ils vont les chercher eux-mêmes. Voilà. Merci pour le complément, Aurélie. Voilà. D'autres exemples, hein, évidemment, pour toute la partie formation digitale. Donc, il y a eu un gros changement de paradigme au niveau de la livraison, de la façon de faire des formations, notamment avec les confinements. Donc, forcément, c'est beaucoup plus accessible pour les collaborateurs, plus motivant, on le fait quand on peut, quand on a du temps. C'est clair que ça, c'est aussi une bonne idée de digitalisation, voire même, alors c'est pas forcément, ça peut être des formations externes, ça peut être aussi des formations internes, ça c'est souvent quelque chose qui revient assez fréquemment, que ce soit dans vos process sécurité, là aussi pareil, il y a des outils qui permettent de partager
les formations aussi en interne, des formations de sécurité ou pour les PSF, des formations, le fameux anti-blanchiment qui est annuel et qui est obligé d'être fait sur tous les employés pour les PSF. Donc là, pareil, ça peut être digitalisé. Vous faites le support une fois et dans pas mal d'outils, vous pouvez aussi vérifier que tout le monde a bien suivi, mettre des petits quiz pour bien vérifier et valider l'attention, par exemple. Donc ça, c'est des exemples. Évidemment, là, le sujet, on pourrait faire toute une journée d'exemples sur la partie digitalisation, puisqu'il y a autant de solutions finalement que de métiers. Le point d'attention est de dire, bah voilà, par quoi on commence. À partir du moment où vous dites, bah tiens, ça c'est une tâche répétitive, c'est une tâche qui me prend du temps, que je fais régulièrement. En général, ça c'est déjà un bon axe pour dire, ok, ça peut être certainement automatisé ou simplifié ou digitalisé. Ça, c'est vraiment les points où il faut chercher de l'optimisation. Du coup, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous allez perdre vraiment beaucoup de temps. C'est ce qu'il faut vous dire. Si vous faites ça de manière répétitive et régulière, il y a forcément un axe d'automatisation. Voilà pour la partie digitalisation. Évidemment, un des points, pas forcément dans l'ordre des autres, c'est d'agir sur les coûts de support. Donc forcément, l'informatique est essentielle pour toutes les entreprises et c'est pas forcément le cœur de métier de tout le monde. Alors parfois, certaines structures ont leurs équipes IT ou parfois ils vont s'appuyer sur des équipes IT externalisées en management. Mais en tout cas, il y a quand même certains défis. Quel que soit, quand on parle de support informatique, le premier défi, c'est de bien évaluer la charge, puisque par rapport à ça, il va falloir soit recruter en interne, donc recruter des techniciens ou des développeurs compétents, et surtout les garder. Alors, j'insiste sur les garder. Le marché, en tout cas européen et Luxembourg en fait partie forcément, hein, est extrêmement compliqué. Les profils techniques, il y a une pénurie clairement de profils informatiques, que ce soit des développeurs, des techniciens de support, etc. Donc c'est clair que c'est des profils, comme je disais, techniques. Il faut pouvoir créer de l'attractivité, donc pouvoir les attirer dans vos sociétés, mais aussi les garder. C'est vrai que comme ils sont très 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 chassés, forcément ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que l'évaluation de charge, il faut bien penser à est-ce que je suis en capacité de recruter ou est-ce que je trouve un prestataire de confiance. L'avantage du prestataire, par exemple comme chez nous, c'est vrai qu'il a une certaine attractivité du fait que un profil technique, comme je disais, va peut-être dans sa carrière vouloir évoluer. Il va commencer parfois par faire du support utilisateur et au fur et à mesure, il va peut-être vouloir se mettre un peu plus dans une spécialité, que ce soit de la sécurité, de la cybersécurité ou du serveur ou de l'exchange, enfin, peu importe, ou de la base de données, mais souvent c'est des profils forcément qui vont évoluer dans leur cursus finalement technique. Donc là, forcément, une société, un prestataire, par sa mobilité interne et les capacités intrinsèques, puisque c'est notre métier, aura clairement beaucoup plus de possibilités. Et ce qu'il faut considérer aussi, c'est la continuité des services. Avoir un informaticien in-house, ok, maintenant, Quiz, quand il n'est pas là, il ne faut pas oublier, comme je mettais, que un support efficace, c'est des employés efficaces. S'il est en vacances, pas là ou quoi que ce soit, il faut pouvoir assurer quand même le support. Et idem pour si votre informatique est en rideau, en termes d'image client et partenaire, il faut vraiment penser à la partie continuité. Ça, c'est la partie contextuelle. Après, concrètement, au niveau des leviers d'action, donc pour optimiser ces coûts-là, la première chose à faire, c'est déjà de voir de la même manière si le contrat de support est bien adapté à aux besoins et à la structure de la société. Alors, évidemment, voir la charge de travail et le ratio préventif-réactif. Il n'y a pas vraiment de règle de dire, voilà, on est une société de plus de temps, il faut un IT interne. C'est difficile à donner puisque ça va dépendre de la complexité applicative et de la sensibilité, on va dire, des utilisateurs. Un exemple, je veux dire, si vous êtes une société de construction, par exemple, si le cœur de métier, c'est quand même surtout les ouvriers qui sont sur le chantier. Donc, si l'informatique ne va pas marcher une journée, ça va, on va être embêté, mais on va pas être non plus en stress. Par contre, si vous êtes un bureau d'avocat, que vous avez des dossiers à rendre, déjà le prix taux horaire du bureau d'avocat va peut-être pas être le même. Et de deux, s'il a des choses à remettre ou des dossiers à présenter en justice, ça peut être très, très, très gênant. Donc, la criticité et la charge et le ratio préventif-réactif doit être évalué. Quand je dis ratio préventif-réactif, un peu comme les impressions,
Le support, l'incident qui coûte le moins cher, c'est celui qui n'intervient pas. C'est le même principe. S'il n'y a pas d'intervention, forcément, ça ne coûte rien. On peut se prémunir de différents. Alors, on ne peut pas se prémunir de 100% des incidents, mais on peut se prémunir quand même d'une bonne partie par justement des contrôles de sauvegarde, de backup, d'antivirus, des mises à jour, du maintien du parc, etc. Donc, il y a des tâches aussi en termes de support qui peuvent être faites de manière préventive, ou tout simplement aussi des choses qu'il faut prendre le temps de faire, c'est de dire, ben voilà, au lieu de tout de documenter par procédure. Si vous avez 10 fois dans la semaine le même problème, des problèmes qui sont extrêmement récurrents, reset password, mise à jour, accès à des dossiers, suppression, ajout d'utilisateurs. Si vous avez une procédure qui est claire et que vous avez pris le temps, enfin que les équipes de support ont pris le temps de documenter, ils seront nettement plus efficaces pour traiter un même problème qui est déjà intervenu que si à chaque fois ils doivent se gratter la tête, réfléchir comment on va faire. Et de deux, en termes de qualité, le fait de mettre de la procédure, ça permet d'avoir un modèle qualitatif qui est le même. Que vous ayez un support A ou un support B qui prend l'incident, ça permet d'être plus efficace. Donc ça, c'est les points importants. Charge de travail, ratio préventif-réactif. Et comme je disais, la partie criticité, réfléchir, quelle est la criticité de votre activité? Est-ce qu'il nous faut du jour ouvrable, du 24/7? Est-ce que c'est plutôt le week-end? Enfin, réfléchir aussi à ça. Au niveau des deux axes, pour le support utilisateur, ce qu'on peut, dans les optimisations, il faut bien choisir ce qu'on délègue. Quand c'est des supports d'applications métiers spécifiques, souvent c'est internalisé et où c'est via l'éditeur. Quand c'est quelque chose de très pointu, la personne le plus expert, finalement, ça va être soit la personne du métier chez vous, soit l'éditeur technique qui a développé le code, qui a mis en place l'application, s'il y a vraiment un bug applicatif. Donc là, ça peut avoir du sens. Sur du support d'environnement de travail et des applications standards, là, on conseille d'externaliser. C'est de nouveau de la même manière, c'est des tâches qui peuvent être standardisées, comme je parlais des procédures tout à l'heure. Ça peut être nettement, vous augmenterez la qualité de support et le côté homogène et la continuité très certainement. C'est un conseil. Après, à voir, toujours pareil, ça s'analyse. Donc, on voit au point 1, il faut analyser une certaine masse critique et un certain mode de fonctionnement interne, bien entendu. Pour l'infrastructure, pareil, si on-premise, donc si vous avez des infrastructures, il faut savoir que d'un point de vue d'innovation, il y a des systèmes hyper convergés. Donc hyper convergés, c'est des cœurs d'infrastructures qui regroupent du stockage, du serveur, donc des puissances de calcul, du réseau. Donc en gros, c'est une grosse boîte, on va simplifier pour les non-informaticiens, avec une couche d'administration logicielle qui facilite beaucoup de choses. Donc si vous avez un moteur, on va dire, pour simplifier, donc une baie avec 10 VM derrière, vous allez peut-être faire 10 machines, 10 serveurs virtuels derrière chez vous, vous allez lancer, mettons, une mise à jour de firmware, vous allez le faire une seule fois et le système va avoir l'intelligence de le pousser sur tous tous les virtuelles machines que vous aurez choisies, au lieu de le faire manuellement l'un après l'autre. C'est un exemple, hein, mais ça peut être un bon axe justement, puisque ça limite de nouveau de la même manière, tâches répétitives, automatisation. Donc là, c'est l'idée en fait de l'hyperconvergence. Ensuite, évidemment, que ça soit, quelles que soient les tâches, automatiser, externaliser ou externaliser les tâches fréquentes. Exemple, imaging, installer un PC neuf par exemple, vous avez un nouveau PC, il faut déployer, il faut décompiler le système d'exploitation, Windows, installer les logiciels. Si vous le faites de manière unitaire, c'est clair que ça prend facilement 1 heure, 1 heure et demie par PC. Ça peut être intéressant d'avoir de l'imaging. Pareil pour les serveurs, etc. Et évidemment, on peut migrer sur du système cloud qui offre beaucoup d'avantages au niveau de l'économie d'échelle. C'est des approches multi-cloud ou d'hybridation, où là, vous avez une obligation de résultat et puis une obligation de moyens. Donc ça simplifie aussi. Le point de trésorerie, je vais laisser Aurélien, parce que ça, c'est ton moto. On va parler un petit peu finance. Pour le financement de tous ces investissements d'IT que l'on vous conseille depuis tout à l'heure, moi, je vous conseille d'aller vers une solution de leasing. Il y a plusieurs avantages à ça. Le premier avantage et le plus important, c'est que le leasing financier, le leasing opérationnel, n'est pas inscrit en dette dans votre bilan. Il est bien évidemment dans les charges de votre compte de profit et pertes,
Mais par contre, dans votre bilan, n'apparaîtra pas la dette de votre leasing qui est en cours. Donc, d'un point de vue taux d'endettement, ça permet de faire réduire votre taux d'endettement et de présenter un bilan à vos partenaires bancaires ou devant les sociétés de rating, un plus beau bilan. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez du coup lisser votre financement sur 12 à 60 mois. C'est la durée que nous, on peut vous proposer avec notre partenaire EMG. Après, les loyers peuvent être mensuels, trimestriels, annuels. Voilà, ça c'est classique. Et les types de budget, les types de leasing qui peuvent être possibles sont listés sur la droite. Retenez juste que vous pouvez faire un budget de leasing dès la prise de commande chez nous. Si jamais vous n'avez pas prévu de leasing et que finalement vous vous rendez compte au dernier moment que ça vous coûte trop cher, pas de panique, il y a une solution, ça s'appelle le Sales and Leaseback, qui vous permet en fait de refacturer votre investissement à votre société de leasing pour faire un leasing. Voilà. Il y a aussi la partie assurance qui peut être prise en charge par la société de leasing. Mais ça, moi, je vous conseille de regarder quand même votre assurance que vous avez déjà de votre côté, car bien souvent, le matériel est déjà pris en charge par soit la responsabilité civile ou la responsabilité, l'assurance bâtiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, grosso modo, sur la partie financement et l'optimisation de la trésorerie. Merci Aurélien. Donc, et enfin, le dernier point qui est optimisation et plutôt un point d'attention aussi, c'est la partie cyberprévention. Donc là, c'est plutôt dans un axe, c'est un point important dans la mesure où ça peut coûter cher, effectivement. Donc, ça tient à pas grand-chose. Le point de défaillance numéro 1 est souvent l'utilisateur. Donc, c'est un point quand même aussi d'optimisation et sur lequel il faut, si vous n'avez pas pris action, il faut vraiment prendre garde. Donc, quelques chiffres de Luxembourg, de la Chambre de commerce. Le phishing représente 2/3 des attaques, des sources d'attaques en 2020. Faut savoir qu'avec les confinements multiples, c'est vrai, et le télétravail qui s'est un peu clairement plus démocratisé et répandu, là forcément, c'est du pain béni, on va dire, pour les cyberattaquants. Il y a plus de 1000 incidents de type cyber enregistrés en 2020 au Luxembourg. Et là, au niveau des secteurs, il n'y a pas plus forcément que les grandes entreprises ou que les particuliers. Il y a vraiment tout. Il y a une majorité de particuliers parce que le taux de compréhension, de connaissance du risque cyber et de prévention finalement est pas forcément bien perçu. Sinon, au niveau professionnel, vous voyez, 24% de secteur financier, de l'institution, de l'industrie et des secteurs privés variés. Hein. C'est assez diversifié maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un vrai business. Donc, c'est vraiment du crime organisé. En gros, on envoie des hameçons et ce qui prend, c'est typiquement le phishing, ce qui prend, ça prend. C'est un peu ça. Donc, on ne va pas parcourir tous les impacts directs et indirects. On vous partagera de toute façon la présentation. Mais il y a vraiment des coûts directs, que ce soit du ransomware, que ce soit des avocats, des frais de justice, et des coûts indirects de perte de confiance, etc. Donc, ça tient vraiment le point d'action ici pour se prémunir à ce niveau-là. C'est vraiment de sensibiliser, ça c'est important, de sensibiliser des collaborateurs. Donc, le point, c'est la répétition. On conseille fortement de faire des campagnes de phishing en interne. Donc, vous voyez avec vos services ou de sécurité, ou CISO ou IT pour justement mettre en œuvre ces solutions-là. C'est pas très lourd, c'est du répétitif. Vous le faites de manière trimestrielle, semestrielle, peu importe, mais c'est vraiment la répétition qui crée les réflexes, hein, clairement. Donc là, on le voit chez les clients. En général, quand on fait des campagnes de phishing, on arrive en première campagne, on est souvent à 30% d'ouverture, ce qui est énorme. Ça veut dire que voilà, il y a 15% de ces 30%, il y a 15% ici qui ont déjà été jusqu'à saisir leur identifiant. À partir du moment où on rentre son identifiant en login password, finalement, on peut avoir ce qu'on appelle une usurpation d'identité et prendre la main sur le poste d'une certaine manière. Donc là, à partir du moment où on a les postes comme si on était un utilisateur connu, voilà, c'est open bar, on va dire, pour les cyberattaquants. Donc, ça tient vraiment à pas grand-chose. Là, évidemment, il y a des sécurités logiques justement dans la partie support et maintenance préventive à bien vérifier régulièrement, antivirus, firewall, vérification des sauvegardes et tests des sauvegardes. Tout le monde fait des sauvegardes, mais les testent pas forcément. Et aussi, on parlait des humains pour AirSecure, notamment humains, outils et processus. Il faut aussi penser à un moment
prendre le temps quand même aussi de penser aux risques, gestion des risques, comment vous gérez les droits d'accès, qui accède à quoi, avoir un mapping et faire aussi un point de temps en temps. Voilà. Les utilisateurs aussi, les utilisateurs ils viennent dans l'entreprise, ils ressortent, c'est vous qui les gérez, on peut pas, même si vous externalisez, on peut pas les gérer pour vous, donc regardez et de temps en temps, regardez, vérifier qui est là, qui est sorti, ou des utilisateurs qui augmentent en droit, qui commencent dans l'entreprise en stagiaire, qui restent, qui changent de service et qui finalement cumulent les droits. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Politique de mot de passe, aussi pour certains, à partir d'une certaine masse, penser en termes de cyber-résilience, dire voilà, qu'est-ce qui se passe si on est attaqué. Donc c'est toutes des choses en termes d'outils et processus qui sont de la bonne pratique et qui vont vous permettre de limiter la casse si ça arrive. Donc ça, il faut y penser. N'oubliez pas aussi que les campagnes de phishing, ça reste de la formation. Et au Luxembourg, vous avez la possibilité de faire des dossiers de subvention pour vos formations. Les montants remboursés par le gouvernement varient entre 15 et 20% chaque année. Voilà. Donc, vous avez au minimum 15% de vos frais de campagne de phishing qui sont remboursés par le gouvernement. C'est pour le complément. Et pour conclure, donc bon, en récapitulatif, les axes qu'on a vus, c'est des axes d'optimisation sur la partie consommable, énergie, telco, digitalisation, coût de support, des optimisations de trésorerie et des points de cyberprévention. Évidemment, ici sur ce webinaire, on a pris une approche très opérationnelle d'optimisation des coûts. Évidemment, l'innovation, ça peut être aussi une source de revenus et d'attractivité. Là, c'est un sujet assez vaste. C'était pas forcément le cœur c'était pas l'axe qui a été pris pour ce webinaire. Néanmoins, on peut avec l'innovation attirer ou créer ou changer créer des activités, des nouveaux services pour ses clients qui vont justement augmenter les revenus. Donc là aussi, c'était pas forcément ici, mais n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question par rapport à ces optimisations, ou complément d'information, ou par rapport justement à ce que l'innovation supporte votre business ou supporte des nouvelles activités, n'hésitez pas à revenir, on pourra vous conseiller par rapport à notre expérience et ce qui se pratique ici, quoi. Je ne sais pas s'il y a des questions, Magali. Merci d'abord Céline et Aurélien pour toutes ces informations. On a eu quelques questions. C'était une question quand tu as parlé de différents modes de services informatiques. Quelle est l'architecture informatique qui coûte le moins cher? Oui. Voilà, il faut vraiment aussi voir au cas par cas. Il y a une question de masse. Enfin, je ne sais pas si vraiment on est une grosse structure internationale avec une maison mère, des succursales. Là, effectivement, pareil, ça se calcule. Il faut faire des simulations. Et là, pourquoi pas avoir son propre cloud privé, donc propre infrastructure avec des équipes. Il y a toujours une notion de masse dans la mesure où forcément, si on est une grosse structure, on va avoir des équipes informatiques internes, on va avoir de la résilience interne, etc., etc. C'est clair que si on est une société, une PME allez, 15, enfin TPE, PME ou moins de 200, enfin, là clairement, est-ce que vraiment ça a de l'intérêt? Il faut compter un coût d'infrastructure, il y a le matériel, l'acquisition, mais il y a les maintenances, il y a la disponibilité, le 24/7, le monitoring, le fait que il faut avoir au moins 2 sites idéalement, donc il y a quand même pas mal donc difficile de dire quelle architecture va coûter le moins cher. Il faut vraiment voir au cas par cas. Avec une analyse. Oui, voilà, il faut analyser, clairement. Une autre question qui est arrivée quand tu as parlé donc de renouveler le matériel informatique pour avoir des matériels plus performants. Et on avait fait un webinaire à ce sujet-là il y a quelques mois. On a connu une pénurie des composants électroniques. Du coup, si maintenant une entreprise veut changer son matériel, on en est où au niveau des pénuries de composants et de l'augmentation des prix? Alors, au niveau de questions, au niveau de la pénurie, alors les délais de disponibilité sont plus favorables. Disons qu'il y avait 2 effets. Avec les confinements, il y a eu une consommation en masse de laptops, écrans, donc pic de production. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus assez voilà, ça, il y avait un petit décalage, plus la pénurie, donc ça faisait des prix, plus la fluctuation du dollar qui jouait quand même aussi pas mal au yo-yo dans ces situations-là et avec les crises énergétiques. Ça plus ça, c'est vrai que
les entreprises avaient du mal à produire. La pénurie, on a des délais plus courts maintenant, ça revient un peu plus dans la moyenne, sauf pour certains constructeurs, mais la plupart du temps, on est un peu plus aligné avec ce qui était avant, voilà, un peu plus à la normale, un tout petit peu de délai, mais si on parle de quelques semaines de plus, ça va beaucoup mieux. Au niveau des prix, là par contre, il y a encore pas mal de yo-yo dans la mesure où les coûts d'énergie, il faut savoir que ça se produit, ça se transporte, ça coûte de l'énergie, enfin les lignes de production consomment de l'électricité, du gaz, de la chaleur, etc. Donc il y a un coût de production qui est plus élevé. On parle de l'énergie notamment, on l'a abordé ici aussi. Il y a le transport, quand ça vient, il y a pas mal de composants qui viennent d'Asie ou à dehors. Donc là, tout ça mis bout à bout, ouais, on a encore beaucoup de fluctuations en termes de prix. On n'est pas au prix il y a 2 ans et demi, 3 ans en arrière. Ça, c'est clair. On est encore sur des hausses. Maintenant, ça se lisse tout doucement aussi. Ça se stabilise. Ça se stabilise, ouais. Ça redescend, disons. On n'est pas en ancien prix, mais voilà, on commence à voir un peu le bout du tunnel aussi. Et on avait une ou deux questions sur Ersan, mais je pense qu'Aurélien y a répondu. Donc, juste pour être sûr que c'est bien été entendu, est-ce que la solution Ersan est valable et reconnue à Luxembourg? Et je ne sais plus qui vous deux l'avait. Oui, de la norme EDAS, oui, c'est Luxembourg et Europe en fait. C'est une norme, enfin, ça répond à une norme européenne, donc ça a une valeur légale. S'il y a un problème, la signature, enfin, là où les signatures sont encapsulées dans le document PDF. Le document qui est inaltérable, si on altère le document, il faut re-signer en fait, si on fait le moindre changement. Et ça a une valeur légale puisqu'il y a un stamp numérique lié au document. Il y a même certaines banques qui commencent à proposer la solution. Ouais. Moi, j'ai signé récemment un contrat de leasing avec une banque dont je tairai le nom, qui me fait signer en électronique. Pas de souci. Ouais. Et vous pouvez signer via authentification forte classique, c'est smartphone, puisque là, forcément, à un moment, j'ai identifié une carte SIM avec un nom, un prénom. Pour certains, il y a des cartes d'identité avec la référence, etc. Donc, il y a à partir du moment où il y a un tiers de confiance, pour l'Europe, c'est OK. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser par email. Dans le courant de la journée, on va vous envoyer le support de la présentation. Toutes nos équipes seront bien sûr à disposition pour répondre donc, à vos questions et faire les différentes analyses suggérées par Céline. Il est maintenant l'heure donc de vous remercier. Céline, Aurélien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, on vous souhaite bon appétit. Voilà, un bon appétit et une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.